C'est la première critique d'une série sur la chaîne, et commencer par Mindhunter, on va pas se mentir, y a pire. Bonjour à tous, on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour une nouvelle critique, mais cette fois-ci une critique d'une série. Alors ce sera la première qui sera diffusée sur la chaîne, pas la première que je tourne, j'ai déjà tourné celle de The Boys. C'était avant que je parte en vacances, j'ai fini le montage de la critique, il va falloir que je vois quand est-ce que je pourrais la sortir. Quand j'aurai un petit trou dans mon calendrier de sortie, parce qu'entre les rattrapages des films, Once Upon a Time dont j'ai toujours pas parlé. Il y a quoi d'autre aussi, Hobbs & Shaw que j'ai déjà vu et dont la critique n'est pas sortie. Enfin voilà, il y a pas mal de vidéos rattrapages qui vont arriver sur la chaîne. Aujourd'hui on parle de quoi? On parle de Mindhunter, de David Fincher. David Fincher entre autres, et ça me fait plaisir d'en parler un petit peu sur la chaîne parce qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter à ce sujet, mais c'est un réalisateur au cinéma qui me manque beaucoup. On l'a pas retrouvé au cinéma depuis Gone Girl, et Gone Girl c'était déjà en 2014, du coup il s'est dirigé vers Netflix et vers la création de Mindhunter qu'il co-réalise encore aujourd'hui, et donc on parle de cette saison 2. Pour cette nouvelle saison, et avec le soutien de leur nouveau patron, les experts de l'unité des sciences comportementales tentent de passer de la théorie à la pratique. Une succession d'enfants assassinés à Atlanta va voir le jour, l'occasion pour les agents Ford et Tench de mettre en place leur nouvelle technique de profiler. Alors oui, comme dans la première saison, le grand intérêt de Mindhunter et ce avec quoi on va passer le plus de temps, c'est les entretiens avec les criminels. Et c'est toujours aussi passionnant. Si vous aimez tout ce qui est profiler ou tueur en série, ça sera fait pour vous. C'est assez étonnant de se dire passionné par les tueurs en série, mais en soi, l'étude de leur comportement est vraiment passionnant. Et personnellement, je sais pas vous, mais je sais pas combien d'heures j'ai passé devant Esprit Criminel sur TF1 lorsque ça passait le soir. Et du coup oui, cette deuxième saison de Mindhunter est encore meilleure que la première. On pouvait se demander si ça allait pas devenir, vous savez, devenir lassant de revivre la même chose, de revivre encore une fois des interviews qui peuvent durer jusqu'à 10 minutes. Mais en fait, et c'est tout l'intérêt de cette saison 2 et ce passage de la théorie à la pratique, on se rend compte que cette saison 1 était une gigantesque introduction. Une introduction des techniques de profiler, une introduction de l'univers, une introduction des personnages, c'est une introduction globale. On retrouve encore une fois une qualité d'écriture extraordinaire durant les entretiens, et durant même toutes les conversations en temps normal entre les personnages. Et ce qui est vraiment fou avec cette série, c'est que tout paraît tellement crédible, on n'a même pas l'impression de suivre, vous savez, une série de fiction. Il y a des moments, on a vraiment l'impression d'être devant un documentaire intéressant où t'as l'impression d'apprendre des choses, parce que oui, avec Mindhunter, personnellement j'apprends des choses. Durant ces nouveaux entretiens, on va s'en rendre de plus en plus compte, on le voyait déjà dans la saison 1, mais toutes ces interviews donnent vraiment l'impression de vivre des combats. C'est une grosse lutte limite commerciale, où l'objectif est de soutirer des informations. Il y a des comportements de criminels qui cherchent à prendre de haut les agents du FBI, et on ressent bien plus ce côté adversité. Et donc oui, ces interviews sont longues, les dialogues sont longs, faut se laisser prendre par ça parce que c'est tout l'intérêt de la série, et enfin personnellement, comme je le disais sur Twitter, c'est tellement bien écrit que je pourrais les entendre parler tennis de table pendant des heures. Cette fois-ci, on va commencer d'entrer dans cette saison à mettre en place les techniques de profiler qui ont été mises en place par Bill et Holden dans la première saison, avec un nouveau compagnon de poids qui s'appelle Ted, qui va devenir ni plus ni moins dès le premier épisode leur nouveau patron. Et c'est déjà un personnage qui va être très plaisant à suivre, parce que personnellement, en un épisode, il m'a déjà fait littéralement oublier l'ancien. C'est un personnage qui défonce, qui est ultra classe, qui a beaucoup de prestance. C'est presque dommage qu'on ne le voit pas autant dans le reste de la saison que dans l'épisode 1, mais en tout cas voilà, c'est un personnage qui va redistribuer les cartes, c'est un personnage qui va retirer les barrières qui ont commencé à se mettre en place autour d'Holden, qui prenait pas mal d'initiatives durant les précédents entretiens de la saison 1, en tout cas voilà, avec ce nouveau chef, on s'en fout, on lâche les chevaux et on y va, alors qu'on pouvait se dire, vous savez, dans la première saison, on pouvait se demander, et on se demandait à plusieurs reprises, si tout ce que l'on voyait à l'écran était vraiment moral. Et là, avec l'arrivée du personnage de Ted, ça va rendre le tout plus intéressant, parce qu'aujourd'hui, le but, c'est simplement d'avoir des résultats. Même s'il y a toujours un petit côté mystérieux autour de ce nouveau patron, et personnellement, je lui ferai pas confiance à 100%. C'est une nouvelle saison qui est toujours aussi belle visuellement, que ce soit pour son ambiance, pour sa photographie toujours très sombre et froide, les bureaux des agents et même à Atlanta qui ont très peu de vie, l'ambiance sonore aussi qui est toujours aussi froide, on a aussi cette musique, ce thème qui revient constamment. Ce coup-ci, Fincher a simplement réalisé 3 épisodes, les 3 premiers, mais bon, tu sens que le travail d'équipe fonctionne parfaitement, parce que tu vois pas vraiment la différence en termes de mise en scène et de réalisation entre les épisodes réalisés par David Fincher et ceux réalisés par les autres réalisateurs. On notera aussi quelques plans et effets de mise en scène très appréciables. Le rythme de cette saison 2 va être entre guillemets aussi lent que la première. Si vous avez un souci avec le genre de série ou de film policier
très mature dans ce style comme Zodiac, ça sera certainement compliqué de mater Mindhunter d'une traite. C'est une série quand même qu'il faut prendre le temps de manger. La Casa de Papel par exemple, ça on peut tout mater d'une traite, y a aucun souci. Par contre Mindhunter, si vous arrivez à mater l'intégralité des 10 épisodes d'une traite, et chapeau, hein. Personnellement moi il me fallait quelques jours. Une autre particularité de cette saison 2, et c'est aussi ce qu'on pouvait retrouver à l'époque dans Esprit Criminel. Dans Esprit Criminel, on avait aussi ce fil rouge qu'on retrouvait très peu, mais qu'on retrouvait quand même, où on avait l'occasion de suivre ces profilers aussi un petit peu dans leur vie privée, pour développer leur côté humain, créer de l'empathie pour ces personnages, parce que bon, que ce soit les profilers d'Esprit Criminel ou les profilers de Mindhunter, t'as l'impression que c'est des machines. Donc oui, on va se retrouver dans une saison 2 qui va bien plus mettre en avant le côté humain et la vie privée des 3 personnages principaux. Je parle bien sûr d'Holden, Bill et Wendy. Le personnage complexe de Wendy qui est bien plus mis en avant dans cette saison 2, et aussi Bill qui va avoir pas mal de soucis dans ces nouveaux épisodes. Inutile de vous dire, comme dans la première saison, que le jeu d'acteur est impeccable, et renforce encore plus ce côté documentaire dont je vous parlais en début de critique, parce que oui, on y croit vraiment, c'est plus que crédible. Et sinon, à part ça, on voit aussi le personnage d'Ed Kemper dans cette saison 2, et rien que ça me donne le sourire, parce que ce personnage est aussi fou qu'attachant, alors que c'est un tueur en série, qu'il a tué plein de gens, mais enfin voilà, c'est fou de se dire que ce personnage est attachant. Mindhunter saison 2 est une nouvelle réussite. La série prend le virage de la pratique suite à la théorie de la première saison. Que ce soit sa réalisation, son jeu d'acteur, son écriture, tout est vraiment impeccable. Il n'y a que son rythme qui pourrait en rebuter plus d'un, mais sinon oui, je vous conseille vraiment cette nouvelle saison qui en fait vraiment l'une des meilleures séries du moment. Et on va passer à la partie spoil pour revenir sur certains faits marquants. Comme d'habitude, j'affiche la balise spoil à l'image. Si vous n'avez pas encore vu la saison 2, je vous invite à revenir voir la vidéo ensuite. Et pour le reste, vous pouvez bien évidemment rester. Alors le premier choc de cette saison 1, il vient au terme de l'excellent premier épisode. C'est le remplacement du patron de nos agents qui n'a pas décidé de prendre sa retraite mais qui a été viré à cause des agissements d'Holden. Et perso, c'est un truc qui m'allait très bien parce que quand tu vois le nouveau personnage, le personnage de Ted qui débarque dans la série, qui redistribue absolument toutes les cartes, que je prends beaucoup plus de plaisir à voir à l'image, ça ne pouvait pas mieux débuter pour relancer des enjeux. Au niveau des personnages, comme je le disais, on va bien plus travailler sur leur humanité. On va en apprendre plus sur eux, sur leur personnalité, on va créer beaucoup plus d'empathie pour certains personnages, à commencer par Wendy qui va un peu plus être mise de côté au travail, enfin être mise de côté, elle va pas prendre part aux missions sur lesquelles sont envoyés Holden et Bill, et du coup pour compenser ce mal-être, c'est un personnage qui va avoir besoin d'affection, qui va se trouver une petite romance comme l'avait Holden dans la première saison, et on a aussi Bill pour qui on va avoir de plus en plus d'empathie au fur et à mesure de cette saison. Bill, c'est le personnage qui a déjà des années de carrière derrière lui, ça se sent, il a de la bouteille, il va avoir des soucis de famille à cause de son enfant, il va avoir des soucis aussi par rapport à sa femme, qui n'accepte pas le fait que son boulot prenne autant de place dans sa vie de famille. C'est un personnage qui malheureusement est tiraillé par tous ses devoirs, un personnage auquel on va plus s'attacher, ce qui n'est pas forcément le cas d'Holden, qui est toujours impressionnant, c'est une machine, qui au contraire lui va perdre pas mal d'humanité durant cette saison. Durant la première saison, il avait cette romance qui le rendait humain, là cette saison 2... c'est une machine. Et je pensais d'ailleurs au vu du début de cette saison 2, quand on voit les troubles qui sont en train de l'affecter, je pensais que ça allait être ça le ressort qui allait maintenir l'empathie du spectateur pour ce personnage, mais en fait non, on est juste face à une personne qui est omnubilée par son travail. On a toutes ces répliques qui vont se répéter plusieurs fois, qui montrent un petit peu la distance qui est en train de se créer entre Bill et Holden. Quand Bill doit quitter le lieu de travail, parce qu'à la maison il a encore plein de choses à régler avec sa femme et son fils Brian, on a je sais pas 4, 5, 6 fois cette réplique d'Holden pour Bill qui lui demande « tu vas où ?» Et Bill qui lui dit tout simplement qu'il rentre chez lui parce que voilà, il a autre chose à faire. On a cette distance qui se crée de plus en plus entre ce jeune ambitieux et Bill qui a déjà pas mal d'années de carrière derrière lui, mais bon, ça se complète toujours aussi bien. On a aussi cette soirée chez Ted, chez le patron, qui en dit long et qui montre bien à quel point les deux personnages ne sont pas sur la même longueur d'onde. On va avoir un moment où on va voir Bill qui va raconter des histoires par rapport à des criminels à d'autres personnes durant la soirée de manière rigolote. En plus de ça, il commence à être un petit peu éméché, et à côté, on a Holden lorsqu'on lui demande de venir raconter lui aussi des histoires, qui va être très premier degré, ça va être beaucoup moins fun. Encore une fois, c'est une machine. Et aussi une petite fouine, le coup des toilettes, c'est la porte à gauche et il va ouvrir la porte de droite. Ça en dit long sur le personnage. Pour revenir sur les entretiens et cette adversité qui est mise en place, on le voit vraiment à 2 moments dans la saison qui m'ont marqué. La première, c'est dans l'épisode 4 où on a Greg qui va commencer à faire passer des entretiens en présence de Wendy, et c'est
c'est un peu la cata. C'est un peu la cata parce qu'il va se faire vraiment bouffer par ses interlocuteurs, et ça donne encore plus de crédit au talent de Bill et Holden, parce que faire ce qu'ils font avec autant de répartie et de charisme, c'est pas donné à tout le monde. Et durant ce fameux entretien où avec Greg, ça commence à devenir un petit peu la catastrophe, on a Wendy qui va reprendre la main et qui va parler de certaines de ses expériences pour interpeller le criminel. Elle va réussir et ça ramène forcément à cette fameuse question, à savoir, est-ce qu'il faut aussi être un petit peu dérangé ou avoir été un criminel pour les comprendre et réussir à leur parler? Et on remarque aussi durant l'épisode où Charles Manson apparaît, Charles Manson dont on va peut-être reparler cette semaine, parce qu'il y a un petit film qui est sorti la semaine dernière dont il va falloir que je vous parle. Donc oui, on va avoir Charles Manson qui va se présenter devant nos agents du FBI, et et visiblement c'est quelque chose qu'il a vraiment fait dans la vraie vie, mais il ne va pas s'asseoir sur son siège, il va pas s'asseoir sur sa chaise, mais plutôt sur le dossier de la chaise, histoire de prendre de la hauteur, de dominer Bill et Holden. Et c'est en ça aussi qu'on va voir durant ces entretiens qu'il y a pas mal d'adversité qui est mise en place, et qu'il faut avoir du répondant. Pour la petite histoire, et je me suis renseigné, mais la fois où Charles Manson s'est assis sur le dossier de sa chaise, pour parler à un profiler, je parle dans la vraie vie, le profiler s'est aussi assis sur le dossier de sa chaise. Ce qui n'a pas été repris dans la série, et c'est dommage parce que ça aurait pu être drôle, et ça aurait collé avec les quelques petites touches d'humour et de légèreté que nous propose quand même Mindhunter. Et comme assez souvent avec ces affaires à l'époque, ça se termine pas forcément bien. Il y a beaucoup de ces affaires, des affaires qui ont aussi été adaptées en film, comme Zodiac, mais finir encore avec des questions après tout ce travail faute de preuves, ça fout les boules. En tout cas, le fait qu'il y ait ces 27 autres meurtres qui ont été classés sans suite, ça va pas faire marrer Holden. On attend sa réaction dans la saison 3. Et donc oui, aujourd'hui, on a toujours cette petite flip avec Netflix, qu'une série ne soit pas renouvelée pour une nouvelle saison. En tout cas, comptez sur moi pour prier tous les soirs pour que Mindhunter saison 3 arrive, parce que c'est vraiment bien. C'est la fin de cette première critique sur une saison d'une série sur la chaîne. J'espère que ça vous aura plu. Il pleut dehors, il se fait toujours aussi soif, il fait chaud de ouf. L'eau du robinet, c'est plus que c'était. Encore un petit peu. Comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Mindhunter saison 2, à me dire aussi quels sont les passages, vous, personnellement, qui vous ont marqué. N'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux, de me suivre sur tous les réseaux sociaux, d'aider la chaîne à se développer sur Tipeee et Utip. Et ça fait 3 vidéos en 3 jours, j'espère que vous êtes contents. Mes heures de sommeil le sont un peu moins. On va se retrouver cette semaine pour d'autres œuvres qui sont sorties courant août et que je dois rattraper. Donc oui, on va parler de Tarantino, on parlera aussi d'Hobbs & Shaw, peut-être aussi que la critique de The Boys sortira. En tout cas voilà, on va parler de plein de choses, donc je vous dis encore une fois, à très vite.